Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre podcast. On n'a toujours pas trouvé. On n'a toujours pas trouvé. Non, on n'a toujours pas trouvé la dernière fois. Donc c'est toujours Jessie. Et c'est toujours Aurélie aussi. Les deux chercheuses en herbe qui cherchent et qui ne trouvent pas. Le sujet de notre podcast aujourd'hui, c'est peut-on faire confiance à ses perceptions corporelles ? Moi, j'aimerais bien vous dire comment est venu le sujet. En fait, on discutait toutes les deux. Et dans la conversation vient le fait que j'avais un mental très fort qui était capable parfois... Bon, surtout dans le passé, j'avoue que ça n'arrive. Moi, maintenant, je suis devenue un peu plus sage. Mais mon mental pouvait influencer mes sensations corporelles et mes perceptions de ce fait. Et toi, si tu me disais un peu l'inverse. Et moi, c'est l'inverse, exactement. C'est-à-dire que c'est tout ce que je capte du monde extérieur grâce à mes sens qui va influencer mon mental et mes décisions, les décisions que je prends. Donc, en fait, je fonctionne à l'envers d'Aurélie. Donc, de là, on s'est dit, c'est quand même intéressant, ce petit sujet. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce qu'on perçoit du monde extérieur ? Donc, pour commencer, si nous définissions un peu ces 5 sens, enfin une définition, on entend par là une définition pas très classique que vous allez pouvoir retrouver dans Wikipédia très facilement, mais plutôt vous dire ce qu'on pense, nous, de ce que sont les sens. Alors, juste pour resituer très brièvement, ce qui est admis par la physiologie actuellement, c'est qu'il y a 7 sens qui sont reconnus. On parle plus de systèmes, d'ailleurs, de systèmes sensoriels. Donc les 5 plus connus, donc le toucher, la vision, la vue, l'audition, le système olfactif, le système gustatif, et on y ajoute le système vestibulaire et le système proprioceptif. Et comme dit Aurélie, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur Wikipédia. Donc ce n'est pas de ça ou autre. Mais c'est pas de ça dont on veut vous parler. Non, ce qu'on aimerait vous dire, c'est que les sens sont tout de même un bon système d'information en général, donc qui nous permettent une information de ce que va nous donner l'extérieur pour savoir ce qui est bon pour nous. C'est ce qu'on peut en déduire, par exemple, pour reprendre quelque chose de très ancien, surtout de l'odorat. Si je vous donne un exemple de la nourriture que vous allez sentir, vous sentez si elle est un petit peu périmée ou pas, et si vous allez pouvoir la gérer pour voir si elle va vous donner une intoxication ou si vous pouvez la manger en toute confiance. Ce que tu parles là par rapport au flair et à l'odorat, pour savoir si quelque chose va être nocif pour nous quand il est ingéré, ça relève surtout de tout ce qui est primaire. C'est un sens primaire, c'est le flair que les hommes préhistoriques d'ailleurs utilisaient énormément pour trouver les proies qu'ils comptaient chasser. Donc ça, c'est les sens qui sont, on va dire, basiques, les sens primaires. Les premières couches de ces sens. Première couche de l'odorat, première couche de la vue, première couche de l'ouïe, ce qui nous semble le plus évident. On a ce premier élément d'information. Mais ces éléments d'information, finalement, qui peuvent être très riches, est-ce qu'ils ne sont pas déjà influencés et conditionnés par le cadre dans lequel on se retrouve à la naissance, par exemple ? La société, la famille, l'environnement, n'importe quoi. Je veux dire, par exemple, une personne qui va naître en pleine forêt, en pleine nature, sans famille, va développer des sens complètement. Ah, tu t'attendais pas à ça. Non, je m'y attendais pas du tout. Alors donc, du coup, elle nous refait l'enfant sauvage qui est né au milieu des bois, recueilli par les loups, qui n'a pas de famille. Et donc, cet enfant-là va se servir de ses 5 sens primitifs. Donc, ce que nous disions, c'est que les sens peuvent être donc conditionnés selon l'endroit où on est, le moment, par le contexte, en fait, familial, sociétal, environnemental. Mais alors, pour expliquer un petit peu, peut-être qu'on pourrait donner des exemples. Une personne qui va naître dans un environnement, par exemple dans une tribu amazonienne, ne va pas avoir les mêmes perceptions de l'environnement et les mêmes sens qui vont être développés que une personne qui sera née, un enfant qui sera né en ville. La question même, c'est on est peut-être plus
influencé, on est conditionné par les croyances qui nous entourent. C'est dans le sens là où toi-même tu nous disais que tu entends certains sons parce que tu n'aurais pas subi une croyance qu'on nous impose de dire qu'on n'entend pas, qu'on ne devrait pas entendre ces sons. Voilà, alors effectivement j'ai une particularité entre guillemets de l'oreille qui fait que j'entends les infrasons. Tant petite, on m'a jamais dit ou conditionné sur le fait qu'on ne pouvait pas les entendre. Donc effectivement, j'ai développé ce sens-là, en tout cas cette capacité à entendre les infrasons. Et les personnes normales et conditionnées par la société sont encouragées à croire qu'elles ne peuvent pas entendre ni les ultrasons ni les infrasons. Donc là c'est non, j'entends certains sons. Moi aussi en fait j'entends pas les morts, mais j'entends j'entends des sons oui. J'entends des sons très très fins. J'ai pas dit que j'entendais les morts, hein. J'ai dit que je captais les infrasons, c'est même pas pareil. Oui. Et donc toi tu capterais plus en fait les ultrasons. Ouais, moi je capte les ultrasons. Voilà, comme les chiens. Ouais. C'est pour ça que je les comprends bien, peut-être les chiens aussi. Mais oui, mais du coup, l'humain a été conditionné à ne pas entendre les ultrasons, donc on croit qu'on les entend pas. Mais si on s'enlève ce conditionnement, et ben en fait on se rend compte qu'on peut entendre. Ah mais moi tu me mets des ultrasons, tu sais, pour faire fuir les moustiques. Oui. Je deviens folle, hein, je porte pas. Ah oui, ça, les petites prises qui font mais la plupart des gens, ça passe pour eux. Et donc ils comprennent pas en fait cette hypersensibilité là. Oui, donc, c'est très difficile à comprendre pour les autres quand eux-mêmes pensent qu'on ne peut pas les entendre. Donc, oui, mais tu inventes n'importe quoi, c'est pas possible. Et si, c'est possible. Alors dans le même registre, au niveau de la vue, c'est plus un mélange de vue et de sensations tactiles, je ne supporte pas la lumino... Comment ça s'appelle ? Thérapie ? Non, qui remplace la Wi-Fi là dans les... Le Bluetooth ? La lumière qui remplace le Wi-Fi. L'infrarouge ? Non, ce qu'ils installent de partout, la fibre optique. Voilà. La fibre optique. La fibre optique, les informations sont donc envoyées, pas comme pour le Wi-Fi, sont envoyées à travers un système de lumière, et je suis électrosensible à ce système de lumière qui pourtant ne se voit pas. Alors c'est très simple, mon organisme, quand il est en présence de trop d'ondes de cette fibre optique, fait de l'hypertension. Et alors avant, c'était pas reconnu, on me disait mais n'importe quoi, on peut pas faire de l'hypertension à cause de la fibre optique, blabla. Mais c'est reconnu depuis l'année dernière. Il y a effectivement une hypersensibilité à cette fibre optique. Il y a des personnes qui peuvent ressentir la lumière et y être totalement intolérants. Ça, c'est embêtant. C'est embêtant. Bah oui, j'ai vraiment plus l'impression que globalement, de ce fait, on est plus influencé à réduire nos sens hein, que de les développer. Hein. Parce que moi, je dirais pareil avec la notion de toucher, parce que j'ai conscientisé il y a même pas très longtemps que mon sens le plus développé est le toucher. Alors que j'en avais absolument pas conscience pendant très 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 longtemps. Mais pourquoi ? Parce que faut surtout pas toucher, c'est sale, quoi. Oui. Quand t'es petit, on touche avec les yeux, mais c'est dangereux. Ou c'est dangereux, ou c'est dangereux ou c'est sale. Ou faut toucher avec les yeux, ça j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Donc, du coup, c'est vrai qu'on entend souvent ça. Tu touches avec les yeux, tu touches pas. Ça n'a aucun sens, hein, chers parents. Là, faut arrêter de dire ça. C'est le cas de le dire, ça n'a aucun sens. Donc ces sens nous donnent une information de ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Donc ils vont provoquer quelque chose à l'intérieur de nous. C'est en ça qu'on peut avoir une émotion qui va approfondir ce savoir, cette connaissance de on y va ou on n'y va pas. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait. La sensation, c'est ce qu'on perçoit du monde extérieur. Et en fait, ça va nous déclencher une perception. Donc la perception, c'est la représentation mentale de ce que nous avons perçu, de ce monde extérieur, de la sensation. Et cette perception va déclencher une émotion. Alors il faut savoir qu'en 2014, il y a des chercheurs qui ont dressé une carte corporelle des émotions et qui montrent en fait que chaque émotion va se localiser dans un endroit du corps, quelque part dans le corps. Par exemple, la joie et l'amour vont être localisés surtout au niveau de la tête et du pied et du thorax, alors que la peur va être surtout sur l'abdomen. On associe la sensation corporelle à l'émotion, mais vice-versa, on peut aussi associer l'émotion à la sensation. Ouais, exactement. Et pourquoi on parlait des émotions ? Les émotions, c'est l'interface entre notre corps et notre cerveau. Donc en fait, les émotions, c'est l'interface entre nos sens, ce qu'on perçoit au niveau du corps, et
Le cerveau, c'est-à-dire la façon dont notre mental va analyser ce qu'il reçoit. Les sens nous donnent une information, l'émotion la valide, et après, le mental peut censurer, orienter, amplifier, déformer, valider l'émotion. Selon le mental que nous allons avoir personnellement, on va y avoir un traitement différent de ces sensations, des émotions, des sensations, des perceptions. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Quels peuvent être les dangers quand le mental prend le dessus ? Toi, tu vois pas. Tu n'as pas d'exemple parce que ton mental ne prend pas le dessus. Non, c'est vrai que là, tu es un exemple pour nous tous. Non, loin de là. Mon mental, il va prendre le dessus dans le sens où il va se poser des tonnes de questions, mais pas forcément dans l'interprétation de ce qu'il ressent. En fait, j'aurais plutôt tendance à... C'est ça, il est à sa place dans ce... Et il est là pour élaborer des stratégies qui vont être plus ou moins utiles aux circonstances. D'ailleurs. Faut bien agir d'une certaine manière, mais effectivement, il n'interprète pas ce qui est présent, quoi. Non, alors effectivement, de mon côté, mon mental ne va pas interférer du tout sur ce que je ressens. C'est-à-dire que ce que je ressens, je le prends à l'état brut. Je vais avoir une émotion que je vais vivre pleinement. Mais donc dans ce sens-là, je vais pas y mettre une dose de mental dedans. Je vais plutôt agir de façon très instinctive et intuitive. Le mental, par contre, va me censurer sur beaucoup d'autres choses, mais pas sur ce que je ressens. Ouais, alors que moi, je peux vous donner un exemple de moments où j'aurais pas assez mes sensations et mes perceptions, où j'ai voulu me raconter une histoire et j'ai écouté cette histoire parce qu'elle me faisait plaisir, mais mon corps me donnait quand même des signes. Bon, le contexte, pour vous le dresser, c'était une relation sentimentale qui essayait de se nouer, mais à l'intérieur, ça me disait non, jusqu'à avoir des torticolis à chaque fois que je voyais la personne. Et oui, mais bizarrement, voilà, ces torticolis se sont arrêtés le jour où la relation s'est arrêtée, quoi, quand même. Changer d'oreiller pour rien. Du coup, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. Effectivement, mon corps a déjà manifesté, en revanche. Alors, je te disais que le mental n'orientait pas ce que je pouvais ressentir, mais en revanche mon corps peut prendre le dessus sans que ce soit le mental, mais prend le dessus pour me faire comprendre quelque chose que le mental n'a pas voulu comprendre, en revanche, que ma raison, mon intelligence, on va dire, n'a pas voulu écouter à ce moment-là. Pour prendre un exemple très concret, sans citer de nom, j'ai été dans une situation professionnelle qui ne me convenait pas, mais sauf que je n'ai pas voulu être à l'écoute de moi-même, tout en sachant que ça ne me convenait pas, j'ai pas voulu arrêter cette situation professionnelle, jusqu'au jour où j'ai complètement perdu l'audition. Donc on m'a annoncé une perte d'audition irréversible et non appareillable. J'étais sourde à 90%, et en fait quand j'ai pris conscience que c'était parce que je ne voulais pas être à l'écoute de mon corps qui me disait d'arrêter dans ce travail-là, quand j'en ai pris conscience, j'ai retrouvé mon audition. Donc là, c'était le corps qui me donne une information, qui donne une information au mental, en fait. Ouais, comme quoi c'est important de pouvoir l'écouter. Hein. De prendre le temps à chaque fois d'être à l'affût de la petite information et de bien noter toutes les informations qu'on a. Après, on a un bon dictionnaire d'écoute de soi-même, parce que ça peut être même souvent la même façon de communiquer qu'il va utiliser, en gros, hein, le corps. Pas de recette miracle là-dessus. Le mental va s'approprier un petit peu trop toutes les informations qui lui viennent quand il aime bien le confort, quoi, quand même, le confort de l'habitude, donc il veut toujours avoir le même approvisionnement qu'il sécurise, donc en fait il veut toujours plus de nourriture sécurisante. Dans ce sens-là, les filtres utilisés que sont les sens pour notre mental peuvent devenir un petit peu lourds et j'ai envie de dire toxiques. Même. On en arrive à saturer et à plus pouvoir avoir de clarté suffisante pour pouvoir être juste dans ce qui est présent. Donc là, dans ce que tu dis, en fait, si c'est toxique, ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à nos perceptions corporelles. Parfois, non. On dit que le mental était l'instrument qui pouvait nous empêcher de faire confiance à nos perceptions. Et il n'y a pas que le mental en lui-même, il y a aussi les cas d'hypersensibilité qui vont vraiment... c'est personnes hypersensibles qui vont capter beaucoup trop d'informations aussi.
qui vont saturer. Et donc l'indice pour moi de cette saturation est vraiment les cas où on va être en baisse d'énergie. Vraiment, on fatigue parce qu'on a beaucoup trop d'informations. Et donc les personnes hypersensibles vont avoir beaucoup d'informations qui vont leur parvenir du monde extérieur parce qu'ils ont leur système sensoriel qui est exacerbé. Et donc ils vont se retrouver pollués par ce nombre d'informations. Et qui dit pollution dit fatigue extrême, perte d'énergie, mais aussi maladies qui peuvent être engendrées. Donc c'est là où du coup les perceptions et les sensations corporelles deviennent des traîtres et non plus des alliés à l'émotion. Alors il y a d'autres cas de figure où il faut pas... Parce qu'il y a une certaine confusion, quoi. Oui. Sinon... disons que l'alerte peut être là, elle est brouillée. Le message est brouillé, oui. Ouais. Le message est brouillé. Donc du coup, ça empêche de se faire confiance. Donc on a des cas donc le mental qui empêche de faire confiance aux perceptions et aux sensations corporelles. L'hypersensibilité et je crois que tu avais parlé d'addiction aussi. On veut toujours de plus, ça c'est vraiment aussi symbole de la société de consommation et c'est pareil avec l'essence, quelque part on est dans ce système de consommation. Par exemple, si je vais écouter une musique que j'aime bien, je vais l'écouter fort et de plus en plus fort jusqu'à m'habituer à avoir plein de bruit et puis ça va être pareil avec le sucre, je veux un petit peu de ça et puis de plus en plus parce qu'après je me suis totalement habituée et puis ça va être pareil si vous réfléchissez bien à tout, avec tous les sens possibles. Oui, notamment le film Titanic qu'on a été voir 17 fois. Ah oui, mais parce que tu avais un lien particulier avec cette histoire. Ah peut-être, je sais pas. Moi je le sais parce que j'ai lu ton livre. Je vais en profiter pour faire une petite parenthèse pour parler de l'intuition qui elle aussi peut être un élément censeur tout comme le mental, qui va empêcher de tirer la bonne information du système sensoriel, des informations qui nous sont émises par le système sensoriel. L'intuition, en fait, c'est quoi ? C'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement, donc ça c'est lecture Wikipédia, hein. Donc l'intuition, c'est une connaissance, une déduction spontanée de l'ensemble des informations, conscientes ou inconscientes d'ailleurs, qu'on reçoit de l'environnement et de l'expérience des sens, donc du monde extérieur. Et en fait, cette intuition, dont le fameux pressentiment fait partie, parce que le pressentiment, c'est la connaissance intuitive et vague d'un événement qui ne peut pas être connu par le raisonnement. Donc le pressentiment qui fait partie de l'intuition, quand tout ça est trop utilisé par le mental ou par l'intelligence, vient polluer le véritable message. Alors en fait, on trouve ça souvent, ce problème se trouve souvent chez les personnes qui se disent voyantes ou cartomanciennes ou peu importe, qui vont utiliser l'intuition et le pressentiment comme outil premier, en se basant uniquement sur ça et en omettant complètement de prendre en compte l'expérience des sens. Donc ça entraîne une forme de toute puissance, et cette expérience des sens, en fait, est indispensable pour avoir le bon message. Donc en fait, en élément senseur qui empêche de se faire confiance, l'intuition, quand elle est mal interprétée ou quand elle est mal utilisée, peut être un élément qui bloque le bon message du sens, enfin des sens, du système sensoriel. Ça, c'est un très bon éclairage de la médiumnité, je dirais, parce que les mecs, on a parfois l'envie d'aller faire confiance des voyants, des voyantes, et puis on n'a pas cette conscience de tout le spectre d'instruments qui peuvent être utilisés et omis aussi de ce fait. Donc merci pour cette intervention. Alors la médiumnité n'est rien d'autre en fait que une hyper-utilisation de nos sens. C'est pas quelque chose de magique en fait. Les personnes qui sont médiums, la plupart du temps, c'est les personnes qui arrivent à capter beaucoup plus d'informations que son corps ne le permet par ce qu'on appelle la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence, la clairessence, c'est-à-dire la façon de capter de façon très claire et avec une multitude d'informations ce monde extérieur qui vont être analysés de façon très rapide par le cerveau et par les neurones pour être traduits en messages. Et voilà, c'est juste des hyper capacités sensorielles en fait. Il n'y a rien de magique là-dedans. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on peut tous un petit peu développer en travaillant. Mais tout à fait. Nos sens à outrance et non dans le sens du retrait. Après, voilà, une question de choix et de comment les utiliser. Et donc, on en revient au thème central qui est
enfin centrale dans le sens du podcast, je veux dire, c'est la connaissance de soi. Qu'est-ce qui est bon pour soi et vers où on veut aller en réunissant toutes ces questions en un seul point qui est soi. Le monde du yoga nous offre un super bel outil quand nos sens sont à saturation. Ça s'appelle Pratyahara. Alors, ça, c'est parfois mal compris. Moi-même, je comprenais qu'il fallait toujours être en retrait de ses sens pour pouvoir arriver à cette connaissance de soi. Alors que, comme nous l'avons vu, les sens nous aident à avoir cette connaissance de nous-mêmes. Mais il s'agit donc de pouvoir se retirer et donc de réajuster les curseurs quand certains sens arrivent à saturation et qu'on ne peut plus capter l'essentiel de ce qui est juste pour nous. Donc c'est à soi-même, à force d'essais, de pouvoir se réadapter, de par exemple juste baisser la lumière à certains moments, de pouvoir se retirer de certains bruits, de trouver en fait ces moments de retour au calme. Et quand vraiment ça semble impossible, de prendre ce temps ultérieurement pour réajuster, se retrouver avec soi-même et retrouver cet état d'équilibre et d'harmonie intérieure. Donc a-t-on répondu à la question? A-t-on trouvé la réponse à notre question? Qui est? Peut-on faire confiance à ses perceptions corporelles? On a dit non. On a dit oui. Et ben ça peut être oui comme ça peut être non. Alors oui, si on fait confiance, on peut faire confiance à son instinct surtout. Ouais. Alors l'instinct, c'est aussi la réception du monde extérieur par le biais du système sensoriel. Mais là, avec l'instinct, on ne l'analyse pas. Le mental ne joue pas un rôle dans ce qu'on reçoit du message extérieur. Au contraire, on met le mental en off pour laisser agir le cerveau reptilien. Donc ça, c'est l'instinct. Donc très souvent, cet instinct... Par exemple, si on va avoir un sentiment de... comment dire ? On rencontre une personne et on ne sait pas pourquoi cette personne ne nous convient pas. On n'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est souvent parce qu'on a déjà vécu une situation similaire avec une personne et que cette personne nous fait penser à cette situation ou à cette personne déjà rencontrée. Et du coup, notre cerveau reptilien va nous mettre en garde sur ça. Et en fait... l'instinct va engendrer une émotion, par exemple la peur ou la méfiance, et cette émotion va engendrer une réaction. Donc par exemple dans le cas où je ne sais pas pourquoi cette situation me fait peur, mais je ne l'analyse pas, en fait c'est mon instinct qui me dit « ouh, c'est dangereux », ça va créer une émotion qui va être « j'ai peur », qui va engendrer une action qui va être « je m'enfuis ». Voilà, ça c'est l'instinct. Donc là, dans ces conditions-là, si on met le mental en off, effectivement, il faut faire confiance à ses perceptions et à ses sensations corporelles parce qu'en plus, elles peuvent nous sauver la vie. En fait, ce que tu dis sur l'instinct, donc ça me fait penser à ce que dit... j'arrive jamais à dire son nom, pourtant il est simple, hein, Stéphane Porges ou Porges, le créateur de la théorie polyvagale. Un sens qu'il appellerait, lui, la neuroception, qu'on aurait les informations dans notre corps de ce qui se passe dans le corps de l'autre, en fait, pour savoir si simplement, même cette personne, est-ce qu'elle est bonne pour moi ou pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très fugace aussi. L'information, elle est là en nous, mais comme il n'y a aucun élément rationnel pour valider ça, on a juste plutôt tendance à pas l'écouter, quoi. Il n'y a aucun élément rationnel pour l'instant. Mais quand tu as parlé de fugace, ça m'a fait penser d'ailleurs que cette information de l'autre corps nous parvient à la vitesse de la lumière. Et en fait, c'est la lumière de l'autre, et peut-être l'intensité de la lumière de l'autre qui va nous parvenir. Donc peut-être qu'un jour, on saura décoder comment et pourquoi cette lumière va nous parvenir et nous transférer, nous donne en fait l'information de méfiance ou d'amour ou de fuite ou de peu importe l'émotion qu'il y a derrière. Mais je pense qu'il y a une idée de notion de lumière derrière. Ah oui, et du coup, là ça fait le lien, parce qu'on parle toujours des sens de manière séparée, mais les sens peuvent aussi s'informer les uns les autres. Et oui, ils se combinent. Combinent. Parfois ils s'opposent. Mais alors là, ça demande un petit peu une introspection encore plus particulière et spécifique du pourquoi et du comment. Alors la conclusion... Alors, tu as dit une phrase tout à l'heure qui me plaisait bien. Mais toi aussi, tu as dit tout à l'heure une phrase qui me plaisait bien. Les sens peuvent être un outil de connaissance de soi
comme un outil de perdition de soi. Exactement, Ça, et ça c'est une très bonne conclusion, et pour savoir lequel est lequel, vous avez toutes les réponses dans tout ce qu'on a dit avant. Et on a aussi dit, tu as aussi dit qu'on ne peut pas faire confiance à ses sens parce qu'on n'a pas connaissance de ses sens. C'est vrai, j'ai dit ça. Et ouais. Et on ça, ne peut pas faire confiance à ses sens quand on n'a pas connaissance de ses sens. Voilà, ça c'est aussi une bonne clé à retenir. Donc vous pourrez faire confiance à vos sens quand vous en aurez la connaissance. Le meilleur moyen d'avoir cette connaissance rapprochée de soi reste l'écoute. Si on arrivait à de manière plus fréquente, peut-être qu'on arriverait à résoudre la plupart de nos problèmes beaucoup plus facilement. Tout demande à être écouté. Ah oui, tout demande à être écouté. Et ça, c'est le plus dur, c'est d'être à l'écoute de soi et des autres. Et de toute énergie même. Merci pour votre écoute, d'ailleurs. Et à bientôt pour un prochain podcast. Merci Aurélie pour cet échange sur la confiance en ses perceptions et ses sensations corporelles. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à activer les petits pouces et partager si vous avez apprécié ce moment.